Bonsoir à tous et bienvenue. Là, le retour est un peu fort. Voilà, on va le couper. Bienvenue dans cette rédaction qui nous sert de plateau de télévision depuis maintenant de longues années. C'est la rentrée de Mediapart et ça sera une contre-rentrée parce que la rédaction de Mediapart s'est dit que décidément c'était un peu le bal de tous les conformismes en cette rentrée. Donc nous allons non seulement essayer de lutter contre, de vous proposer autre chose, de vous donner à entendre d'autres sons de cloche sur des sujets différents. Dans une quarantaine de minutes, je recevrai des intellectuels très différents qui nous diront si c'est une impression vraie ou fausse de penser qu'en ce moment, la vie intellectuelle française tourne plutôt sur des idées de fermeture, de conformisme, justement, côté réactionnaire que d'ouverture. Ça sera ça vers 19h40, 19h45. Et puis à 20h30, dans le cadre de l'opération Open Europe, qui est une opération menée par Mediapart avec des journaux européens et un journal tunisien, je crois, on verra comment des solidarités actives et individuelles viennent souvent pallier à la grande frilosité, pour ne pas dire à la grande couardise ou même à la grande lâcheté de l'Europe devant l'afflux des réfugiés et des migrants qui frappent à nos portes le plus souvent parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. Une photo d'un petit garçon de 3 ans mort sur une plage a bouleversé l'opinion depuis 24 heures, mais on a l'impression curieuse et désagréable qu'il a fallu cette photo choc, comme on dit, cette photo épouvantable pour qu'enfin une prise de conscience arrive jusqu'à nos politiques et en particulier en France. Nous entendrons la parole de migrants, de réfugiés syriens, et puis nous entendrons aussi la parole de gens qui se sont mobilisés avec leur association, chacun dans un petit coin de France, pour essayer de venir en aide à ces migrants et à ces réfugiés. Ça sera à 20h30. Et puis le conformisme européen, ça sera vers 21h15, 21h30. Nous recevrons un économiste, il est très attendu, il s'appelle Frédéric Lordon, et il débattra avec nous pour savoir si la gueule de bois grecque, disons, tente à prouver que décidément, il n'y a pas d'autre préambule que la sortie de l'euro pour essayer, là encore, de créer une autre Europe, une Europe qui ne soit pas uniquement régie par l'ordre néolibéral. Et puis la rentrée, c'est aussi la rentrée médiatique. Et là aussi, on a la nette impression, j'en perds mes feuilles, tant pis, on a la nette impression que, eh bien, on entend à peu près le même son de cloche. Merci Fabrice. Un son de cloche qui dit qu'on a le droit de penser au centre droit, au centre gauche, à peu près la même chose, et puis que les provocateurs sont des réactionnaires patentés sur les différentes chaînes de télévision ou de radio, mais des réactionnaires qui n'ont droit que d'être à l'extrême droite. Eux ont la parole et que toute pensée un peu différente, un peu hérétique est à l'interdite. Donc là aussi, on va essayer de savoir tout de suite si c'est une impression ou s'il y a une réalité derrière ça. Avec la rédaction de Mediapart, Laurent Mauduit, bonsoir, vous êtes spécialiste de ces questions économiques et donc aussi d'économie des médias. Quelqu'un que vous connaissez bien, bienvenue chez vous, Didier Porte, puisque vous êtes humoriste, vous faites une chronique chaque semaine ici sur Mediapart, comme vous la faites également sur le site d'Arrêt sur Image, et comme vous la faisiez, donc c'est une actualité pas particulièrement gaie, puisque vous faisiez une chronique hebdomadaire sur RTL dans l'émission de Stéphane Bern qui s'appelle À la bonne heure, et on vous a annoncé eh bien, que cette année, vous ne reprendriez pas votre trousse et votre cartable sur RTL, et que donc vous étiez viré. On essaiera de comprendre pourquoi. Par contre, Éric Zemmour reste. Voilà, Zemmour reste et Porte s'en va d'RTL, mais est-ce vraiment une surprise? On en parlera. Fabrice Arfi, journaliste à Mediapart, qui nous donnera un exemple tout à l'heure de la conduite de Vincent Bolloré avec ses diverses chaînes de télévision. Et puis Martine Orange, vous aussi Martine, journaliste économique à Mediapart. On va commencer par vous, et peut-être l'homme qui plane sur cette rentrée médiatique, un peu comme un fantôme, un peu partout. On voit son ombre, mais on ne l'entend pas, parce qu'il ne s'exprime pas directement. C'est Vincent Bolloré. On a appris hier, je crois, qu'il continuer, disons, son emprise sur le groupe qui maintenant lui appartient, sur Vivendi et donc sur Canal+, puisque Bertrand Méheux, qui était le grand patron de Canal+, s'est fait proprement virer du conseil d'administration. Aujourd'hui.
C'est aujourd'hui d'abord. C'était aujourd'hui, pas hier. C'est aujourd'hui, donc ça a été annoncé ce matin, mais c'était une révolution de palais qui était en germe depuis que Bolloré a pris la tête de Vivendi, puisque de toute façon, c'est un homme qui entend avoir les pleins pouvoirs, et même s'il n'a que moins de 15% de Vivendi, il fait comme s'il avait 100% du tout. Et donc, il a pris en main la conduite de Canal+, et a décidé que maintenant, ça allait être une filiale complètement intégrée dans Vivendi, puisque jusqu'alors, Canal+ avait eu toujours une vie à part depuis sa création en 84. Et là, il l'a totalement intégré dans Vivendi, et il a décidé qu'il en serait le patron, parce que même si officiellement il n'est que président du conseil de surveillance, mais il faut se rappeler que Bolloré intervient toujours dans les contenus de ce journal. Il a commencé avec un petit journal qui s'appelait Direct Matin, qui est devenu maintenant très grand en gratuit, et il descendait tous les matins faire la une de Direct Matin qui se faisait dans sa tour à Puteaux. Et donc il va continuer comme ça, puisqu'il a des idées très arrêtées là-dessus, et il a mis toute son équipe à lui. Donc à la place de Bertrand Meilleux arrive un de ses hommes à lui, qui est Jean-Christophe Thierry. Il a mis un autre homme à lui qui est Dominique Delporte, et donc tout ça, c'est son équipe qui prend en main. Qui dirige Havas. Alors justement, c'est ça qui est intéressant, parce qu'il y a non seulement la reprise en main de Canal+, etc., mais en même temps, on s'aperçoit qu'il y a une volonté de grandir et de concentrer tous les moyens en face, puisque dans le même temps, il a racheté une participation à Orange dans Dailymotion, et maintenant, il va être l'actionnaire, il est à 90%, donc je ne sais pas dans combien de semaines il sera à 100% de la plateforme de Dailymotion qui sera qui est en concurrence avec YouTube. Il est en train de devenir le troisième actionnaire d'un groupe qui est en train de se créer justement dans la production de programmes, et qui est annoncé comme le troisième producteur mondial de programmes, qui est en fait la fusion de deux sociétés dont Fabrice nous parlera plus tard, qui est Zodiac et Courbit, et qui font des émissions de divertissement qu'on connaît, qui est très branché sur la télé-réalité, des choses comme ça, et donc il va devenir le troisième actionnaire de cet ensemble. Et puis, en même temps, on oublie quand même, parce que c'est très important, cette concentration, une concentration qu'on n'a jamais vue quand même depuis la fin de la guerre. Il est toujours président d'Havas, c'est-à-dire le nerf de la guerre en matière publicitaire. Il a aussi la direction d'un institut de sondage qui s'appelle CSA, et justement l'homme qu'il nomme, qui va devenir président du directoire de Canal+, est aussi responsable du CSA et de médias et de Bolloré Média. Et donc à chaque fois, on assiste à une concentration de moyens. Je résume: la musique, la télé, la publicité, les plateformes Internet, les sondages, les instituts de sondage, vous avez une concentration qu'on n'a jamais vue avant. Normalement, dans une démocratie qui fonctionne bien, on devrait avoir au moins des autorités de concurrence. On a des lois anti-concentration ou verticales ou horizontales, et qui normalement devraient intervenir. Et là-dessus, ça se fait dans le silence complet, comme si le problème de la concentration dans les médias n'était plus un sujet. Ce qui a frappé les esprits avec Bolloré, et d'ailleurs on n'a pas d'informations particulières à ce jour là-dessus, c'est le sort des guignols de l'info. C'est un peu l'arbre et le symbole qui cache la forêt. Mais ce que vous racontez dans vos articles et dans vos enquêtes, c'est qu'on a en fait une hyper-concentration d'un côté, industrielle et économique, avec quelqu'un qui va avoir des leviers de pouvoir et de commande extrêmement puissants, et une absence de volonté politique de l'autre côté pour faire ce qu'on appelle effectivement de la régulation ou des lois anti-concentration, où en fait tout se passe comme si tout ça était
à disposition sans la moindre régulation. C'est là la question qu'on se pose, puisqu'officiellement, on peut se dire qu'il y aurait peut-être 3 autorités de régulation, mais de toute façon, elles sont peu efficaces en France, ces autorités de régulation, par rapport à ce qu'on peut voir dans le monde anglo-saxon. C'est que normalement, l'autorité de la concurrence pourrait peut-être regarder. Le CSA, c'est quand même normalement son domaine de compétence, et l'ARCEP aussi. C'est-à-dire qu'il y a 3 autorités de régulation qui normalement pourraient peut-être ouvrir le dossier, et personne, ça nous semble poser de questions à personne. Est-ce qu'il est logique d'avoir un tel pouvoir de concentration sur les programmes, la publicité, les informations, les chaînes de télévision? Est-ce que ça se justifie? Et justement, devant de nouveaux moyens de communication qu'est Internet, etc., où sont les barrières? Mais plus personne, on semble avoir oublié qu'on a toute loi de concurrence, de concentration dans ce pays, quoi. Alors justement, Fabrice Arfi, c'était quand? Au mois de juin? C'était juste à la fin de l'année. Vous êtes, en enquêtant, vous vous êtes aperçu que Bolloré pouvait aussi intervenir directement sur des programmes de Canal+. Et en l'espèce, c'était sur un documentaire consacré au Crédit Mutuel. Crédit Mutuel, en fait, nous, on a été les spectateurs un peu privilégiés et tout à fait désolés de la censure et de l'esprit de censure très brutal et vertical, j'ai envie de dire, à la Bolloré, de ce que peut être la gestion de ce magnat milliardaire en ce qui concerne, comme le disait Martine, le contenu même éditorial. Il ne fait pas que superviser, il met les mains dans le cambouis, y compris pour le pire. L'histoire, c'est celle d'une enquête que les lecteurs de Mediapart connaissent bien. Elle est menée ici par Geoffrey Livolzi sur les soupçons d'organisation d'un grand système de fraude et d'évasion fiscale par une banque pourtant mutualiste. Vous savez, c'est la banque à qui parlait, le Crédit Mutuel, qui semble se comporter comme ses consoeurs britanniques avec HSBC ou suisses UBS. Et nous avons décidé de joindre nos forces avec l'émission Spéciale Investigation et la société de production KM Productions et le réalisateur et producteur Jean-Pierre Canet pour dire on va faire un documentaire ensemble pour Canal+ et cette émission. Et il se trouve que... C'est la société de Renaud Levanquin. Voilà, celle qui produisait notamment, le Grand Journal. Notamment le Grand Journal et qui a été évincé. Ce que je raconte là et que je vais raconter, c'est avant les Guignols de l'info. C'est la première alerte de la façon de se comporter de Vincent Bolloré. Alors que le film, qui contient beaucoup de révélations sur le Crédit Mutuel, est validé par la direction des programmes de Canal+, est validé par son service juridique, mais même mieux, il est annoncé dans les gazettes télévisuelles. C'est-à-dire qu'il y a les encarts en disant dans la semaine prochaine, vous aurez à telle heure une enquête sur une banque française. 3-4 jours avant la diffusion, Vincent Bolloré himself appelle l'ancien dirigeant de Canal+, Rodolphe Belmer, pour lui dire « ce documentaire ne sera pas diffusé sur Canal+. Le message, c'est grosso modo, il faut savoir renvoyer l'ascenseur dans la vie ». Bon. Et donc, on découvre, comme ça, une censure verticale, brutale de M. Bolloré. Et en enquêtant un peu, on apprend qu'en fait, le Crédit Mutuel est l'un des partenaires financiers principaux du groupe Bolloré, historique. Alors, il y a des connexions, y compris entre présidents, M. Bolloré, Michel Lucas, une forme de bretonitude qui les lie, mais ce n'est pas un problème en soi. Et pour la petite histoire, le Crédit Mutuel, c'est lui qui a accompagné l'opération du groupe Vivendi pour prendre 100% des actions de Canal+. Donc là, on a la démonstration de ce qui va être le saccage de ce qu'est le capital, au moins symbolique, historique de Canal+. L'irrévérence, l'impertinence, une forme d'indépendance, c'est fini. C'est fini et l'alerte a été donnée. Et M. Bolloré assume totalement ça. Il a un rapport totalement autocratique avec ça. Il y a un auteur qu'on aime bien à Mediapart, George Orwell, dans une préface d'un de ses livres phares, La ferme des animaux, a été viré, avait raconté qu'il était effrayé à l'époque, c'était il y a plus de 50 ans, par la concentration de la presse britannique entre les mains, je le cite, de quelques hommes fortunés qui ont toutes les raisons d'être malhonnêtes sur des sujets importants.
ce qu'écrivait ce prophète, décidément, qu'est Orwell, c'est le Bolloré de 2015 en France. Et en même temps, là, ce que vous décrivez, Fabrice, c'est un cas de censure directe. Ouais. Et on se dit, pardon, hein, mais c'est toujours compliqué de se mettre dans la tête de ceux dont on voit les méfaits, mais on se dit, c'est pas bien malin, parce qu'en même temps, une émission de télévision, un documentaire d'investigation, aussi bien fait soit-il, la puissance du Crédit Mutuel, bon, et pourtant, il censure, il empêche le programme de passer. En fait, il ne faut pas sous-estimer la puissance du Crédit Mutuel, y compris médiatique. Hein. Le Crédit Mutuel, par le groupe EBRA, qui lui appartient, contrôle quasiment toute la presse quotidienne régionale. C'est le principal opérateur de presse quotidienne régionale en France, qui va du nord-est avec l'Est républicain jusqu'au Dauphiné libéré au sud de Grenoble, en passant par Le Progrès et tout un tas d'autres titres. Donc c'est une puissance de frappe au-delà de ses aspects financiers et bancaires considérables, mais médiatiques très, très, très importantes. Donc je ne sais pas s'il y a une... je vois bien la question, une sorte de morale de la censure, parce qu'il se trouve que ce film, et nous en avons aujourd'hui des garanties, du moins de la part du service public, doit être récupéré par France 3 et la chaîne et l'émission Pièces à conviction. Donc ça veut dire ce film qui aurait dû être diffusé... Ça veut dire qu'il changerait de diffuseur, en fait. Bah oui, qui aurait dû être diffusé, encrypté sur Canal+, à 22h30, risque fort d'être diffusé sur le service public, en clair, à 20h30. Voilà. Bon, mais ça... On verra si le film sera diffusé. Je ne doute pas qu'il puisse y avoir d'éventuelles encore pressions ou des leviers même de M. Bolloré ou de ses amis pour empêcher cette diffusion. Son territoire, en fait. Moi, j'ai un peu cette impression-là. Mais c'est ce que raconte... On tape du poing sur la table en disant c'est moi le patron, c'est exactement ça. Mais c'est ce que raconte Martine. Il a toujours été comme ça. Avec Direct Matin, par exemple, ce qu'il ne faut pas sous-estimer, après je laisse la parole à Laurent, une chose, c'est que Canal+, c'est un enjeu africain aussi pour Bolloré. Canal+, avec sa filiale Canal Overseas, ils sont présents dans 40 pays africains, notamment ceux où M. Bolloré, et Martine connaît ça par cœur, et l'a raconté dans Mediapart en long, en large et en travers. M. Bolloré, outre tout ce qu'on a dit, il contrôle les ports en Afrique, il contrôle la production des matières premières, et puis il est en train de créer une ligne ferroviaire sur 3 pays, sur 3000 km. Donc l'esprit de monopole de M. Bolloré va jusque-là. Et avoir un réseau satellitaire comme Canal+, qui est très regardé en Afrique, ça participe de la même chose. Alors vous imaginez Canal+ enquêter, par exemple, sur le Cameroun, qui est l'un des pays les plus corrompus de la France-Afrique ? C'est impossible. Paul Biya, le président du Cameroun, est l'un des partenaires privilégiés de M. Bolloré. Donc c'est un immense problème pour les citoyens et leur appétence pour savoir. Et j'ajouterais juste une précision pour lors des dernières élections à Conakry où il avait... le port, il a récupéré à l'occasion de cette élection, au changement présidentiel, la concession portuaire qui lui avait échappé. Premier cadeau du président. Or, ce président, c'était Euro-RSCG qui lui avait fait sa campagne, qui lui avait le même, donc, et qui lui avait payé. Et donc, si en plus de ça, on a maintenant une chaîne de télévision qui peut faire passer tous les messages du chef d'État en place ou de l'opposant qui peut donner derrière la concession de je ne sais pas quoi, c'est parce que tout ça est lié, quoi, je veux dire. Je pense qu'il y a quelque chose en plus que simplement l'arrogance ou la force d'un Bolloré. Je pense que ça dit quelque chose de l'époque dans laquelle nous sommes, de la désinhibition de certains dans les milieux d'argent. Nous sommes maîtres chez nous, nous faisons ce que nous voulons. Je dis ça parce que... Pourquoi se gêner ? Pourquoi se gêner ? Il y a eu une phrase quand même qui a marqué les esprits en juin, c'est tout récent, de Nicolas de Taverneau, qui est le patron de M6, qui, lors d'une émission de Canal, a dit oui, je donne des instructions à mes équipes de journalistes, je fais des actes de censure. Ah mais oui, bien sûr. Il est hors de question qu'ils écrivent sur des clients. Il fait allusion à une enquête qui a été censurée sur Xavier Niel, au motif que lui travaille dans le mobile avec Orange. Donc il y a une sorte de jurisprudence collective qui s'affiche publiquement, alors qu'avant, il pouvait y avoir des actes de censure, mais ça faisait scandale, les rédactions se rebellaient. Là, je trouve qu'il y a un aspect il parle sans complexe. Mais c'est là ce qui est intéressant, on va en parler avec Didier Porte et sa mauvaise expérience à RTL, c'est
Où se situe la jonction entre l'industriel, l'économique, ce que vous racontez, et puis la liberté rédactionnelle, le pluralisme non seulement de l'information, mais aussi de l'opinion? Pourquoi est-ce que je disais... le problème est très complexe parce que le tableau que décrit Martine, il faut le compléter. Il faut le compléter en ce sens que des hommes forts, nouveaux, qui se sont constitués en quelques semaines ou en quelques mois, des empires de presse colossaux, sorte d'oligopoles comme ceux dont parle Martine, il y a d'autres exemples. D'abord, il y a l'exemple de Drahi, Patrick Drahi, qui a racheté donc Numéricable et SFR, qui coup sur coup a racheté Libération, le groupe L'Express, donc avec l'ensemble des publications de l'Express, l'Expansion, l'Étudiant et d'autres, et ensuite a racheté Next Radio TV, c'est-à-dire BFM, RMC, et j'en oublie. C'est-à-dire que là, il s'est associé à Alain Veil pour le contrôle de son propre groupe. Pour le croquer, voilà. Et avant lui, longtemps avant lui, il y a un empire du même type, des milieux d'argent qui jettent leur dévolu sur la presse, qui est l'association BNP, de milliardaires, Berger, le banquier Mathieu Pigasse et Xavier Niel. Et donc, je trouve qu'on vit une sorte de basculement un peu historique. Avant, dans la presse, on avait des systèmes qui étaient très proches un petit peu du Second Empire, des oligarques proches du palais. Édouard de Rothschild qui croque Libé, Serge Dassault qui croque Le Figaro. Voilà, c'est des proches du palais qui viennent... Arnaud Lagardère qui rentre au capital du monde. Bon, là... on bascule dans un autre système. C'est vraiment, je dis ça en forçant peut-être le trait, c'est ce que j'ai écrit dans Mediapart, c'est le retour au comité des forges. Ce sont les milieux d'argent qui prennent possession des titres. Et pourquoi je dis le comité des forges? C'est qu'en fait, toute la presse à Libération se fonde en rupture avec ça. C'est l'appel du CNR, rompre. Parce que la presse et les médias, mais à l'époque c'était surtout la presse, est un enjeu démocratique. La presse est un enjeu démocratique, il y a mais aussi le rôle d'Avas, d'avant-guerre. Bon, donc c'est refonder une presse indépendante. C'est ça l'ambition, c'est rompre avec le comité des forges. La presse, bon, on a repassé dans Mediapart, c'est notre confrère Antoine Perrault qui a fait cette trouvaille dans les archives de l'INA, cette petite vidéo d'Hubert Beuve-Méry qui est interrogé sur pourquoi est-ce que vous avez créé Le Monde. Et il dit en quelques mots, simplement, pourquoi? Comme une sorte d'évidence. Pour n'avoir aucun lien avec aucune puissance financière, politique ou religieuse. Pour n'avoir, dit-il, aucun fil à la patte. Or, en fait, ce que l'on vit, c'est la réponse à la question de tout à l'heure, c'est le retour à ces situations antérieures à la libération. Parce que forcément, il y a des actes de censure, mais il y a aussi, il faut le dire, du coup, cette situation crée aussi des situations d'autocensure, d'inhibition. La pire des censures. Souvent, je termine là-dessus, moi j'ai comme exemple ce qu'est l'investigation économique. Il y a des poches, il y a notre force à nous, l'investigation, quelques journaux pratiques sur les affaires politico, fraude, etc., l'investigation. Quelle est l'investigation économique dans la presse? Dans cette configuration d'actionnaires, c'est impossible. Taverneau dit à ses équipes, vous enquêtez pas sur mes clients. Bernard Arnault. Les Échos, il faut regarder les traitements de certains confrères. Certains travaillent la tête haute, il faut les saluer. Mais c'est vrai qu'il y a des secteurs entiers où l'enquête n'avance pas. Fabrice, un mot. C'est ce que décrit, c'est un paysage sinistré. C'est jamais arrivé qu'il y ait autant de concentration entre les mains de 7 milliardaires. On a oublié de citer Martin Bouygues, qui a toujours TF1, et Bernard Arnault, qui, non content d'avoir quand même LVMH, le seul quotidien papier économique de France, vient de croquer Le Parisien. Plus Dassault, plus tous ceux qu'on a dit. En plus, disons, le contrôle ou l'influence, comme on veut, de Bernard Arnault va beaucoup plus loin que les titres qu'il possède, parce que LVMH, c'est l'annonceur du luxe, donc c'est le premier annonceur publicitaire de France. Non, mais il faut se rendre compte quelle est cette situation. Donc, dans une démocratie, il y a besoin de pluralisme. C'est la règle. C'est pas pour rien que ça figure dans les déclarations universelles des droits de l'homme, dans les conventions de l'ONU. C'est pas des mots qui flottent, ça. C'est pas pour le plaisir de quelques plumitifs d'écrire ce qu'ils veulent. Je peux rajouter juste un mot. Donc le débat que génère cette situation vient bien au-delà de la régulation.
c'est la question de la puissance publique. Je veux dire, une telle situation devrait inviter un très vaste débat public sur comment garantir l'indépendance de la presse, quels devraient être les statuts juridiques des journaux. Or, ce qui est saisissant, c'est qu'il y a un silence total de la puissance publique, des politiques, de la gauche comme de la droite, alors que ça devrait être un sujet majeur, parce qu'il n'y a pas de démocratie saine sans des citoyens informés. C'est notre ADN. C'est-à-dire que ce n'est même pas un sujet de conversation, un sujet de débat et un sujet dans le champ politique. Non, le sujet, c'est comment continuer à passer à la télé. Parce qu'en plus de ça, cette puissance d'argent amène aussi un changement dans la nature de l'information. On n'est plus du tout dans l'information qui est la formation de l'opinion, qui est le débat, etc. Mais on arrive à l'information robinet d'eau chaude, divertissement, bruit de fond, où on banalise l'information, on la vide de son contenu, on la décervelle d'une certaine façon. Et on vous dira pas qu'on cache les informations, mais très souvent, c'est la météo traitée sur le même pied qu'un scandale, quoi, je dirais. Il y aura les mêmes 30 secondes. Et donc, à partir de ce moment-là, on a on décervelle l'information. Alors, Didier Porte, qu'est-ce qui vous est arrivé à RTL ? Oui, je me suis fait virer, mais enfin, c'est la routine. C'est-à-dire que Zemmour est resté, vous êtes parti. Voilà, Zemmour est resté, je suis parti. Non, il m'avait embauché de manière un peu opportuniste, il faut bien le dire, il y a 4 ans, après que j'ai été viré de France Inter, là, de manière plus politique, à mon sens. Hein, mais ça avait fait beaucoup de bruit. Avec Guillon, on avait été virés ensemble. Guillon était une star, donc ça avait fait pas mal de bruit à l'époque. RTL s'était dit, on va faire de la com, on va faire venir ce garçon en disant, regardez, la liberté d'expression, elle est chez nous, elle n'est pas sur France Inter. Donc on m'avait déroulé le tapis rouge, la conférence de rentrée, j'avais participé, enfin vraiment j'étais un héros moderne. Et puis, très vite je me suis rendu compte, alors j'avais quand même une chronique par semaine chez Berne à 11h, 11h30, donc voilà, c'était très très symbolique comme présence. Mais enfin voilà, c'était un bras d'honneur à France Inter. Puis petit à petit, j'ai senti qu'il y avait certaines tensions. On me disait, oui, les auditeurs prennent tes papiers au premier degré, c'est un peu le truc là. Là, il y a des lumières qui commencent à... C'est la faute des auditeurs, hein, ils sont un peu cons, ils prennent tes papiers au premier degré. Et puis j'ai fait ce qu'il ne faut pas faire sur RTL, c'est interpeller des invités. Par exemple, j'ai fait récemment, là, au mois de juin, un papier sur Maud Fontenoy, la grande conscience écologiste de Sarkozy, qui est pour le gaz de schiste, pour le nucléaire tous azimuts, pour les pesticides. Et donc, je me suis foutu de sa gueule, ce qui était quand même un minimum. Et elle a très mal pris. Je suis pratiquement convaincu que ça a dû remonter quand même à la direction et que ça a été peut-être l'élément déclencheur de ce changement artistique. C'est-à-dire que vous êtes comporté comme si Baird faisait toujours le fou du roi sur France Inter. Voilà, sauf que maintenant, c'est plus la même chose. Enfin j'ai été viré, je m'y attendais un peu. Je ne vais pas jouer les martyrs, hein. Ils ont le droit de changer. Voilà, c'est un directeur des programmes. Ça me gêne plus quand on est viré sur ordre du président de la République, comme ce fut le cas à France Inter. Là j'ai gueulé, j'ai attaqué au prud'homme. Là, je serais plein de mensuétude pour RTL. Alors, plein de Mais pour en revenir à Bolloré, c'est vrai qu'il y avait parmi les choses symboliques qui marquent le caractère du type, et il était le fondateur de D8, Bolloré. Il avait eu la chaîne au début des années 2000, et la première chose qu'il avait fait, c'est de nommer son fils directeur des programmes. Donc il était totalement désinhibé, déjà. Et moi, je suis convaincu que l'histoire des Guignols, d'abord, je suis convaincu que Sarkozy lui a dit « vire-moi ces connards ». C'est même pas lui qui a voulu faire plaisir à Sarkozy. Moi, je vois très bien Sarkozy qui lui dit « mais putain, vire-moi ces connards », quoi. Et je pense qu'il les a virés, il n'avait rien préparé à l'avance. La preuve, c'est qu'ils sont en train de ramer là pour trouver des auteurs, donc rien n'a été préparé en amont. Donc il pensait que ça allait passer, qu'il allait pouvoir les virer d'un coup de truc. Et en fait, il y a eu, à mon avis, il a dû avoir peur d'avoir un truc à la Bouvard. C'est-à-dire une campagne de désabonnement, un truc vraiment violent, parce que là, il y avait de quoi quand même. Le truc à la Bouvard, c'est quand ils avaient essayé que Bouvard ils ont essayé de virer, les grosses têtes et mis de Chavannes ils ont viré à sa place, Bouvard, ouais. ça a fait exploser l'audience et tout, et ils ont fait machine arrière, ils ont viré le PDG d'RTL. Donc à mon avis, il a eu peur de ça, mais enfin, il y a été franco, avec une brutalité qui est quand même vachement inquiétante pour nous, les saltimbanques, quoi. Parce que... je trouve qu'il y a toujours... Je disais Didier avant qu'on commence
à cette émission. Et il y a toujours une sorte de parallélisme entre la situation des journalistes et des saltimbanques, des humoristes. Si on prend la situation de la presse sous le Second Empire, c'est les proches de l'empereur, le duc de Morny, et les spéculateurs qui rachètent et qui se revendent les journaux entre eux. Et au même moment, les caricaturistes, c'est ce que je disais à Didier, sont obligés, avant publication, d'aller au ministère de l'Intérieur pour avoir le visa et publier des dessins. Et donc, il faut pas... je trouve qu'il faut avoir une très grande vigilance sur également, pas seulement la liberté de l'information, la liberté aussi de la moquerie, de l'impertinence. Et je trouve que ce qui se passe à travers les Guignols, la situation de Didier, disent des choses très voisines à la situation. Pour en venir d'ailleurs à Sarkozy, qui est un peu mon point de fixation, mais je pense qu'il a été décisif. Il a été décisif. Non, il a été décisif dans cette espèce d'installation d'un climat bizarre. Sarkozy, je suis persuadé il pense que les humoristes et les saltimbanques peuvent lui nuire beaucoup, et il croit au pouvoir de ces gens-là. Et ce qui m'a fait un peu rire, moi, c'est qu'au moment où lui-même rentrait carrément dans la carrière, faisait du stand-up à chaque meeting, la dernière campagne électorale de ce point de vue-là était emblématique. Quand il a fait le truc sur les migrants, qu'il a comparé à une cuisine envahie par l'eau, etc., c'était du pur stand-up. Et au moment où il rentre littéralement dans la profession de stand-upper et de comique, il vire les concurrents en faisant virer les Guignols. Est-ce que vous avez l'impression, depuis le temps que vous faites ce boulot et dans plusieurs chaînes, et se faire virer arrive effectivement assez régulièrement, vous avez l'impression que c'est pire que jamais, c'est-à-dire que les choses sont plus cadenassées et contrôlées que jamais? Et depuis 30 ans que je fais ce boulot, c'est la première fois que je me trouve sans médias traditionnels, c'est-à-dire où je ne peux bosser que grâce à Internet. Et alors peut-être que j'ai pris un coup de vieux, je ne sais pas, mais en 30 ans, ça fait quand même un peu bizarre. Et c'est vrai que les gens comme moi, qui sont ouvertement de gauche, engagés, moi j'ai toujours annoncé que j'étais fan de Mélenchon, supporter de Mélenchon, j'ai été au meeting de la Bastille, j'ai joué dans son QG de campagne, etc. Je pense que je le paye. Vu l'ambiance actuelle, vu l'ambiance quand même de droitisation massive dans les médias, je pense qu'aujourd'hui, ne serait-ce que pour être invité sur une chaîne publique, en tant qu'humoriste, pour parler de mes spectacles, de mes bouquins ou des choses que n'importe quel artiste fait, aujourd'hui, pour moi, c'est niet, c'est un maquage bono. Donc c'est devenu plus compliqué. C'est devenu maintenant pour voire bosser. Impossible. Ouais, pour bosser, quand on est marqué à gauche, ça devient un peu dur. Mais c'est ce que vous disiez dans votre dernier papier sur Mediapart, là, on me dit... Nicolas Sarkozy a aussi perdu là-dessus, j'ai envie de dire, d'une certaine façon. C'est-à-dire que sa consanguinité avec les patrons de presse, son interventionnisme, cette façon extrêmement maladroite et brutale de dire que dorénavant, désormais, les patrons de l'audiovisuel public, il les nommerait lui-même directement. Tout ça ne lui a quand même pas fait que du bien, et à Mediapart et ailleurs, on a beaucoup insisté là-dessus. Donc, vous écrivez qu'on aurait pu penser qu'après l'élection de François Hollande, les choses allaient changer, pour le dire simplement. Or, elles ont changé, mais alors plutôt, vous le disiez, vers des acteurs économiques qui font absolument ce qu'ils veulent. Hein. Et ce qui est terrible, quand on regarde ça vu de la gauche, vu de ce gouvernement-là, c'est qu'on se dit, après tout, échouer sur l'économie, ça peut arriver. Encore que là, ils ont quand même beaucoup de talent pour faire l'exact contraire de ce qu'ils avaient promis. Mais échouer sur la question démocratique, c'est terrible. Et l'échec est d'autant plus fort, je trouve qu'il n'y a pas de soupçon qui existait sous Sarkozy, de ce lien direct entre des grands oligarques qui tiennent les journaux pour le compte de l'Élysée. Il n'y a pas de soupçon de proximité entre Patrick Drahi et François Hollande ou Xavier Niel. Mais l'aspect terrible, c'est vrai que la situation est presque pire à celle de Sarkozy. Le cadenassage par les milieux d'argent s'est renforcé. Et la grande promesse d'une réforme démocratique, d'une refondation démocratique, englobant une refondation des lois encadrant la presse, à l'heure du numérique, il y a plein de progrès seraient possibles, du coup, ça leur rejaillit sur eux. Ils n'ont rien fait à un moment où il y avait une sorte d'urgence démocratique. Parce que je le redis, il n'y a pas de démocratie forte sans des citoyens éclairés. Et donc, ce qui se passe est grave. C'est une tradition socialiste. Mitterrand n'avait pas fait grand-chose contre le monopole d'Hersan, puisqu'il avait même filé la 5 à Hersan et à Berlusconi. Donc, on peut dire que les socialistes n'ont jamais été d'une vigilance excessive. La différence, Hersan, qu'on aime ou pas, c'était quelqu'un de la presse. Oui. Là, le problème qui est quand même stigmatisé à juste titre, c'est que nous avons des gens dont le cœur d'activité
n'est pas la presse. C'est l'armement, c'est le BTP, c'est la téléphonie mobile, c'est la banque, c'est Bolloré, c'est tout, hein, c'est tout fois tout le monde, voilà. Bon, et ils ont forcément des activités qui tangentent la puissance publique. On a besoin, pour faire de la téléphonie, que la puissance publique vous donne des licences. Pour le BTP, je ne vous raconte même pas ce que Bouygues a comme contrat avec les collectivités ou l'État. Pour l'armement, EADS, Dassault, sans l'argent public, il n'a pas de bénéfice privé. Donc, comment on peut considérer que là, on a un écosystème, les ingrédients d'un logiciel qui peut fonctionner? Ça ne peut pas. Voilà, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des journalistes exceptionnels dans ces rédactions, qu'il n'y a pas des... Évidemment, comme disait Laurent, des gens qui se battent, oui, mais quand l'écosystème est pourri, qu'est-ce que c'est que les nobles sentiments de quelques-uns? Pas grand-chose. Et puis, il y a des choses étonnantes, et c'est vrai que Laurent le soulignait dans son papier de Mediapart. Prenons par exemple le débat économique. Les journalistes économiques, voilà, on sait que les chaînes de radio ou de télévision aiment organiser des sortes de joutes. Bon, eh bien, on sait que sur France Inter, Bernard Maris, voilà, a discuté pendant des années, s'est engueulé pendant... Mais c'était déjà à l'époque le pâté aux alouettes, parce qu'il y avait... Mais ils ne l'ont pas remplacé, Laurent, ils ne l'ont pas remplacé. L'éditorial du matin était tenu tous les jours par un notable des Échos qui lisait un éditorial assez proche du libelle du matin du MEDEF, et une fois par semaine, il y avait Bernard Maris qui venait le contredire. Donc c'est déjà le pâté aux alouettes, mais depuis sa mort dramatique... Il y a Benjamin Coriat, quand même, qui est un hétérodoxe. Oui, mais l'éditorial du matin, c'est néolibéral. Les gros horaires, c'est Dominique Seux. Pardon, mais France 2, vous écoutez l'économie. L'économie, j'y insiste, c'est pas une science exacte, c'est une branche des sciences sociales dont la richesse dépend du pluralisme, de la diversité des approches. Un seul son de cloche, toujours. Donc il y a des effets de contamination, y compris sur le service public. Je veux dire, regardez, c'est dans l'air. C'est dans l'air. Je veux dire, ce sont mes clients, moi, les imposteurs de l'économie. Il n'y a que ça. Et il n'y a quasiment jamais de débat contradictoire. Fiorentino, des grandes sommités. Oui, condamné par l'autorité des marchés financiers. J'ai eu beau l'écrire 10 fois, ça n'a rien changé. Quelqu'un condamné par l'autorité des marchés financiers est considéré par C'est dans l'air comme l'un des plus grands économistes français. On se dit que le rappel aux principes déontologiques, la diversité des approches en économie, le débat contradictoire, ça devrait fleurir sur le service public. Mais c'est l'inverse. Merci beaucoup à tous les quatre. On va laisser passer une page de pub. J'adore cette expression. Et puis vous allez voir quelle pub. Ça me rappelle RTL. Je ne peux pas m'en empêcher, Didier. Mais c'est une pub de Mediapart. Vous allez voir laquelle. Et puis après ce conformisme médiatique, on a essayé comme ça de faire un état des lieux. Eh bien, on va aller vers la sphère intellectuelle et on va voir si une idée assez fermée, disons, voire la France moisie dont parlait Philippe Solers, mais c'était pour défendre Édouard Balladur, alors c'est compliqué. Mais est-ce que c'est cette France moisie qui est à la mode dans la vie des idées en cette belle année 2015? C'est ce que nous allons essayer de discuter avec Joseph Confavreux dans quelques minutes. À tout de suite. À qui appartient votre journal? À ceux qui le possèdent? À ceux qui diffusent leur publicité? À ceux qui défendent leurs intérêts? Ou à ceux qui le lisent? Mediapart. Seuls nos lecteurs peuvent nous acheter.